Vous a marqué, qu'est-ce qui vous a intéressé dans les résultats et le discours de Facebook hier soir? Oui, rappelons quand même que Facebook était en hausse de plus de je crois, 40% cette année. En fait, ce qui est intéressant dans ces résultats, qui sont excellents de Facebook, c'est surtout le fait qu'ils vont augmenter beaucoup leurs dépenses. Et on comprend très bien où ils vont augmenter ces dépenses suite à l'audition qu'il y a eu devant la Chambre des représentants. On apprend hier dans ces résultats, en fait, que pratiquement 10% des comptes Facebook n'ont pas vraiment un propriétaire légitime derrière eux, que c'est en gros des faux comptes. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très très dangereux, à la fois pour les réseaux sociaux et pour la compagnie. Donc ils vont lutter contre ça. Alors on parle pas seulement des comptes des Russes, évidemment, on parle aussi de beaucoup de comptes qui sont uniquement là pour faire du business, je dirais, ou pour attirer des clients dans certains business. Et ça engendrera des très grosses dépenses. Ils vont doubler, et ils le disent, en 2018 leurs dépenses. C'est, je dirais, la seule chose qui fasse baisser le titre, c'est de dire bon, les dépenses vont augmenter d'une façon assez forte, parce qu'autrement, comme je le disais, les résultats sont particulièrement brillants. Il le dit très clairement, Mark Zuckerberg, il a aucun problème pour le dire, protéger notre communauté, investir dans la sécurité, c'est une priorité, c'est plus important pour nous que la maximisation de nos profits. Facebook, voilà, moins 2%, mais vous avez rappelé le très beau parcours du titre depuis le début de l'année. Tesla aussi, qui a connu quand même un parcours encore spectaculaire cette année, le titre doit encore s'apprécier de 50%. En revanche, il y a des choses visiblement très négatives dans la publication d'hier soir chez Tesla, Grégory. Oui, alors qu'est-ce qui est négatif? Ce qu'on regarde maintenant chez Tesla, c'est quel est le rythme de production de la nouvelle Tesla 3, qui sera leur voiture, je dirais, pour monsieur tout le monde, puisque autrement la Tesla S est une voiture qui coûte 100 000 $. La 3 devrait coûter dans les 35 000 $. Alors le rythme de production, évidemment, Musk avait prédit qu'ils allaient en faire 5 000 par semaine sur ce trimestre. Pour le moment, ils arrivent, je crois, à en faire tout juste 231 par semaine. C'est vraiment pas du tout là. Alors quel est le problème? C'est normal qu'il y ait des problèmes de construction au début d'un nouveau produit aussi important, au lancement d'un produit. Mais le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent à Tesla. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le cash burn. Tout simplement, Tesla dépense 1,2 milliard de dollars par trimestre de plus qu'ils n'ont de cash flow. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors Tesla a 3 milliards de dollars en gros de réserves, mais ça veut dire que s'ils continuent comme ça, dans 9 mois, ils n'auront plus un sou. Alors c'est ça que les investisseurs n'aiment pas, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment qu'ils vont pas aller en faillite, ça c'est pas du tout la question, mais ils vont devoir ou bien émettre de nouvelles actions, ou bien s'endetter encore un peu plus. Tout ça, c'est pas vraiment bon pour les investisseurs. Et puis je disais quelque chose qui vient d'apparaître justement dans la loi de réforme des impôts, et ça c'est, je dirais, extrêmement négatif pour les fabricants automobiles et surtout Tesla, tout simplement le fait de supprimer les subventions aux voitures électriques. Vous saviez que jusqu'à maintenant, quand on achetait une voiture électrique aux États-Unis, il y avait une très forte hausse de plusieurs milliers aides de plusieurs milliers de dollars de la part de l'État américain. Ça va être supprimé dans le nouveau plan de Donald Trump. Donc ça, c'est vraiment pour Tesla un gros coup, et c'est vraiment une mauvaise journée pour le titre aujourd'hui. Bon, au-delà de la fin des incentives là pour l'automobile, qu'est-ce qu'on a déjà comme élément d'information sur ce projet de réforme fiscale qui doit être présenté là dans les minutes qui viennent, je crois, par le Parti républicain à la Chambre des représentants, Grégory? Oui, il y a quand même quelques détails. Je dirais que d'abord, ce qu'on voit, c'est que le focus est vraiment sur les classes moyennes. Pourquoi? Parce que c'est encore un projet politique, donc on essaye de faire plaisir à ces classes moyennes. Mais le résultat, c'est que quand on regarde les quelques détails qui sont dévoilés, c'est des détails qui font déjà assez mal. Alors par exemple, quoi? La déduction au niveau des emprunts immobiliers a baissé de moitié. Résultat, dans le marché, vous voyez ce matin, par exemple, le secteur de l'immobilier des constructeurs de maisons en baisse de 3%, et les constructeurs de maisons les plus chers, comme par exemple Toll Brothers, en baisse de 6%. Vous voyez aussi qu'il va y avoir un plafonnement des déductions des impôts au niveau locaux. Ça risque d'être très discuté, c'est pas du tout gagné dans les États où ces impôts sont les plus élevés. Et quels États c'est la Californie, c'est New York, c'est New Jersey, c'est les États les plus peuplés aux États-Unis. Un chiffre que le marché n'aime pas tellement non plus, ça serait cette imposition de 12% pour l'argent des compagnies américaines qui rentrerait, qui serait réapatrié
On sait très très bien donc ces centaines de milliards, ces trilliards de dollars qui sont notamment en Europe, on souhaite qu'ils soient rapatriés. 12%, c'est trop cher. Beaucoup de compagnies, des Apple, des Cisco, des Amazon n'auront pas du tout envie de payer 12% alors qu'ils peuvent laisser leurs fonds tranquillement en Europe. Donc il y a des tas de choses, on dit le diable est dans les détails, il y a des tas de choses, ça avance un peu, mais je dirais, vous savez que ce plan qui est proposé aujourd'hui, d'abord il va être débattu tout le week-end, il va être devant le comité spécialisé de la Chambre des représentants lundi, il aura sûrement déjà beaucoup changé, il va être mis face au plan du Sénat. Il y a déjà un sénateur qui est Rubio, qui est pas n'importe lequel, qui dit qu'il y a des tas de mesures avec lesquelles il n'est pas d'accord. Donc tout ça, c'est énormément de travail pour des républicains qui sont un peu dépassés et qui essayent, je dirais, pour le moment, et c'est surtout ce qu'on voit aujourd'hui, d'essayer de plaire à tout le monde. Et alors la chose la plus importante, c'est qu'on baisse des impôts, mais il n'y a pas trace d'augmentation de revenus, il n'y a pas trace de baisse de dépenses. Et ça montre quoi? Ça montre que quand même, là, il y aura un problème qui va être dévoilé un peu plus tard. Comment financer ces baisses d'impôts? Bon, beaucoup de sujets de discussion encore au sein des élus du Congrès sur ce projet de réforme fiscale. On n'est pas encore au bout du processus et il y aura sans doute encore beaucoup d'étapes à franchir avant que cette réforme soit validée, gravée dans le marbre et appliquée pour les entreprises et les ménages américains. Grégory, un dernier mot, oui, Jay Powell, puisqu'on l'appelle Jay, Jérôme Powell, donc successeur de Janet Yellen, on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Ce sera une succession finalement très ennuyeuse, et tant mieux? Absolument. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de surprise de ce côté-là. Sauf que une fois que quelqu'un est nommé à la tête de la Fed, on ne sait jamais ce qu'il va faire. On ne peut pas parier sur les 4 prochaines années de Jay Powell. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a toujours voté comme Janet Yellen. C'est un homme plutôt de consensus. Il est d'accord qu'il y a une réglementation du secteur financier, mais il voudrait peut-être l'alléger un peu. C'est ce qu'on peut dire. Donc ça, c'est peut-être positif pour le secteur financier aux États-Unis. Il est d'accord pour toutes les mesures qui ont été prises de politique extraordinaire de la Fed. Donc, je dirais, c'est vraiment le digne successeur, on pourrait dire, de Janet Yellen. Et surtout, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, si Trump avait eu le courage, il aurait gardé Janet Yellen. Parce qu'en fait, là, il n'y aura pas un gros changement politique, mais il voulait montrer quand même qu'il était en charge. Je dirais, c'est plus un côté d'égo de la part de Donald Trump qu'une décision qui redistribue les cartes, en tout cas pour le moment, à la tête de la Fed. Bon, il choisit un républicain, Janet Yellen est démocrate. Avait-elle envie de continuer? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Enfin, elle pourrait rester membre du board, parce que je crois que son mandat peut continuer au sein du board de la Réserve fédérale américaine. Mais bon, a priori, elle va quand même partir le 3 février prochain. Merci Grégory. Bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. Gilles Mouek est avec nous par téléphone à présent, chef économiste Europe de Bank of America Merrill Lynch depuis Londres. Bonjour Gilles. Vous avez entendu effectivement le quart d'heure people du jour.